En fait, quand tu vois comment ça fonctionnait à la cour de Louis XIV, ça n'a pas changé. Soit tu es drôle, soit tu es intéressant. Il y a un triangle, en fait, hyper important. C'est soit tu as le pouvoir, soit tu as la célébrité, soit tu as l'argent. Moi, je lance ma boîte, je la plante au bout d'un an. Parce que je fais que des télés, que des journaux, machin. Mais les gens, quand ils arrivent sur mon site, ouais, il est beau, il est super beau. Il ne convertit pas, ça ne vend pas. C'est simple, je ne connaissais pas ce mot, copywriting. L'idée d'écrire pour convertir, l'idée d'écrire pour vendre, on ne m'avait jamais appris ça. Je ne savais pas que c'était une compétence. Bienvenue chez The Patron, le podcast qui démystifie la réussite. Ici, le syndrome de l'imposteur se transforme en courage et la chance se provoque. Je suis Elvire, coach en leadership, je suis ravie de t'avoir parmi nous. N'hésite pas à liker et partager et enjoy. Aujourd'hui, j'accueille Selim Lider-Hofer, le meilleur copywriter de France. Pas encore du monde. Pas encore du monde, parce qu'il faudrait que j'écrive en anglais. J'ai très peu de clients anglo-saxons. Bah oui, anglophones. Donc pour l'instant, ton royaume, c'est la France. Bienvenue sur The Patron, Selim. Ça me fait plaisir d'être une patronne. Coucou les patronnes. Tu es le deuxième invité masculin. Le premier ayant été Thomas Védrine. Je l'aime. Coucou Thomas Védrine. Donc tu n'es pas une patronne, mais je suis hyper contente de t'avoir pour énormément de raisons qu'on va découvrir très vite. D'abord, en intro, Selim, est-ce que tu peux me faire un parcours très rapide de ta vie professionnelle ? Bien sûr. Les grandes étapes. Écoute, d'accord, on va y aller le plus rapidement possible. Un lycée tout à fait normal, classe prépa, école de commerce. Je me spécialise dans les achats. Je travaille pour la plus grande boîte au monde à l'époque, General Electric, puis Schneider Electric, puis je suis toujours acheteur dans l'industrie automobile. Puis je n'aime pas ça, donc je deviens coach en séduction en France. Puis je deviens community manager de Patrick Bruel. Et en même temps, je suis blogueur lifestyle avant d'enlever un max de casquettes et de me concentrer uniquement sur mes missions dans le copywriting, l'art d'écrire des messages qui font vendre. Donc ça veut dire écrire mieux pour vendre plus. Tous les gens qui ont quelque chose à vendre, à un moment, ton message, tu l'écris et tu vas le décliner sur Instagram, sur LinkedIn, sur ton site internet, en email, à peu près partout. Aujourd'hui, c'est ce que je fais pour des grands groupes, pour Velux, pour Orange, pour Decathlon ou pour des infopreneurs ou pour mon restaurateur, mon pisciniste. On écrit des sites internet, on écrit des séquences d'emails et j'écris des livres sur le copywriting. Voilà, le plus rapidement possible mon parcours professionnel. Hyper express. On va revenir au début. Et en même temps, je me dois de montrer ce livre qui s'appelle Le Guide du Copywriting. Ça, c'est la deuxième édition, on est d'accord, hein, c'est la version... C'est la deuxième édition. Parce que la première a cartonné. Oui, mais c'est merveilleux. C'était de la chance, tu sais. En fait, c'est quand tu écris un livre... Alors, ça, c'est pas mon premier, c'était mon c'était le troisième, c'est le quatrième. C'était le quatrième, ça, officiellement. Et les trois autres ont plus ou moins floppé. Le premier, c'était un bouquin sur la barbe. Ok, tu vois, je suis barbu. Donc, à l'époque, j'avais mon blog perso et j'écrivais un article que je mettais à jour tous les mois sur les meilleurs barbiers de Paris pour partager mes bons plans. J'allais chez le barbier une fois par mois, je notais une photo, machin. Mon article, il était tellement bien écrit, tellement bien référencé que j'étais devant Le Figaro, Le Bonbon, GQ. Ok, et là, tu te dis, ah, cool. Là, une éditrice, elle voit ça, elle cherche un auteur pour écrire un livre sur la barbe, donc elle m'appelle. Hey, est-ce que ça te dirait d'écrire un livre ? On est en 2016, tu vois, un livre sur la barbe. Moi, je fais, ouais, grave, mais à fond, trop bien. Le problème, c'est que j'avais déjà signé un deal avec un contrat avec une autre maison d'édition pour sortir mon livre sur la séduction. Donc les deux, ils sont sortis à 3 mois d'écart. La barbe en mai 2017 et la séduction en septembre 2017. Flop et flop relatif. Okay. Le premier, parce que j'ai pas fait de promo sur le sujet, parce que je savais que 3 mois après, j'avais celui sur la séduction qui arrivait. J'étais beaucoup plus connu dans le domaine de la séduction. Ton cœur de métier. Voilà, exactement. Et sauf que 15 jours après la sortie du bouquin, Harvey Weinstein, MeToo, balance ton porc, scandale. Donc là, si tu veux, là, d'un seul coup, tu tombes dans la mauvaise catégorie. Hein, exactement. Non, timing pas bon du tout. Donc ouais, flop, on a du vent relatif, 4500 exemplaires, ce qui est bien. Mais avec la taille de la communauté que j'avais une chaîne avec plus de 100 000 abonnés, on faisait 1,8 million, 2 millions de visiteurs par mois sur le site. On était le plus gros site en France, en francophonie sur le sujet. C'était quand même décevant. Je m'attendais à en vendre plus.
J'ai ressorti un livre tout seul que j'ai auto-édité en 2019 pour essayer, tu vois, pour voir si l'auto-édition... Mais j'avais plus le cœur dedans, voilà. Et c'est le moment où j'ai vraiment fait le changement, où je me suis dit, OK, mais en fait, je veux faire du copywriting. Je veux avoir juste ma casquette de copywriter, de concepteur-rédacteur. Donc, il faut que j'écrive le guide du copywriting. Et là, j'ai eu de la chance parce que le timing a fait que sur le marché, il n'y avait rien. Et qu'il y avait de la demande. qu'il y avait de la demande, beaucoup. Et mon éditeur, je suis le premier à être sorti. Quelques mois après, il y a une consoeur et 2 autres consoeurs. Il y a la même boîte, la même maison d'édition, Erol, sort les 3 bouquins sur le marché. Ok. Et j'étais dégoûté. Mais c'est pas grave, c'est moi qui ai vendu le plus. Aujourd'hui, je suis le seul best-seller. Il a vendu 15 000 exemplaires. Et c'est pour ça que je l'ai remis à jour, parce que entre le moment où je le sors en mars 2021, le guide du copywriting, et là, la mise à jour en novembre 2025, il y a eu ChatGPT. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Donc, j'ai rajouté 50 pages dans la nouvelle édition avec plus de comportement consommateur, plus d'outils et un petit peu de comment écrire avec l'IA. Okay. Et puis surtout, j'ai pris en fait aussi en expérience 5 ans de plus à former des débutants, copywriters, et à former dans des grands groupes. Parce que quand tu vas former Decathlon ou Orange, ou que tu écris pour des énormes boîtes, tu vois d'autres choses. Tu vois, et ce qui fait que la 2e édition est encore meilleure que la première. Elle est très... Je ne l'ai pas finie, je t'ai avoué, mais j'ai commencé à lire et j'ai déjà trouvé énormément de tips qui sont très utiles. Et ce qui m'intéresse avec toi, et on y reviendra après, c'est comment est-ce que justement tout ce que tu prêches peut être utile aux femmes qui travaillent en entreprise. Bien sûr. Et qui ont besoin de se vendre. Mais avant ça, revenons sur Art de séduire. Donc, comment apprendre au mec à draguer? Comment ça s'est vu? À séduire, pas à draguer, à séduire. Ok, d'accord, nuance. Les mots ont leur importance. Les mots sont importants. Comment ça t'est venu cette idée de devenir coach en séduction? J'étais à Paris à un moment où je venais de bénéficier d'un plan de départ volontaire. Je ne faisais rien de mes journées. La France est un pays merveilleux où on te donne 2 ans de chômage pour réfléchir à ton projet, tu vois, te trouver ta voie. Ouais. Donc moi, j'étais très attiré par l'écriture. J'étais déjà blogueur à ce moment-là. J'écrivais déjà et je tombe sur un bouquin en 2008 qui s'appelle The Game. Okay, The Game, c'est la Bible de la séduction. C'est un journaliste musical américain, petit, chauve, qui devient le meilleur dragueur de l'univers. Et là, tu dis, wow, parcours initiatique de fou, vraiment, c'est le voyage du héros. S'il commence nullissime et qu'à la fin, il est merveilleusement fort, moi aussi, je peux apprendre des trucs. Donc, je lis ça et je fais, oh, les Américains, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls, tu vois. C'était des process, il n'y avait pas d'improvisation, c'est pas romantique, c'était de l'ingénierie. Ouais. Tu vois, vraiment, c'était du marketing. Et moi, à cette époque-là, je me dis vraiment, non, mais les Américains, nous, on est en France. Donc, je me dis, je vais faire ma version à moi. En fait, le gars, je le rencontre. Il est en France pour la tournée de promo. Ouais. Je le croise, j'avais une copine qui voulait absolument le voir. Ouais. Et elle m'appelle le jour où elle a mis le grappin sur lui. Elle me dit, vas-y, viens, rejoins-nous maintenant. Donc, on passe le week-end ensemble. Et là, le gars, il me dit, mais attends, tu fais quoi en ce moment? Je lui dis, à la base, je suis acheteur, j'ai un diplôme d'acheteur, mais ça me plaît pas trop. Il me dit, mais attends, j'ai rencontré les 2-3 gars du marché français, là. Ils sont nullissimes. Toi, t'as une bonne tête. Tu sais écrire? Ouais. Ben, vas-y, go. Et en fait, là, c'est comme si tu as Alain Prost qui te dit tu sais conduire. Mais ouais, prends le volant. Ouais. Ah bah d'accord, ok. Il te met le pied à l'étrier. Mais oui. Et moi, j'allais vraiment faire je ne sais pas quoi. Tu vois, j'avais 2 ans devant moi pour réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, l'idée, elle est venue assez rapidement. J'ai lancé un site internet avec des potes. J'écrivais dessus. Tu vois, en fait, on avait un blog c'était Sex and the City, mais au masculin de gamins de 25 ans. Ouais, je suis sorti, j'ai vu ci, j'ai vu ça, machin, trop bien. Sauf qu'on pouvait faire mieux et plutôt que juste raconter notre vie, on pouvait partager des tips. Et c'est là que du coup, on a arrêté ce blog tous en commun avec les copains et où j'ai lancé mon propre truc. Et j'ai fait toutes les télés possibles, tu vois, vraiment toutes les télés possibles pour devenir connu. Parce que dans ma tête, pour faire exploser un business, au début, je me dis, il faut être célèbre. Et à l'époque, ça passait par la télé. Oui, notamment. Donc pendant 1 an, je fais du M6, du Énergie 12. Comment tu rentres Attends, comment? Parce qu'il y en a plein qui veulent démarrer et faire de la télé. Comment toi, techniquement, t'as fait pour
te faire remarquer et partir chez M6. Ah, c'est dur, j'ai couché. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Je suis obligé d'expliquer ça. Non, j'ai la chance d'habiter à Paris. Tu vois, on est à Paris, donc tous les médias sont à Paris. Et surtout, je sortais beaucoup, j'organisais déjà des soirées, donc je croisais du monde en soirée, je croisais des journalistes. Et puis surtout, c'est pas comme si, quand je rencontrais des gens, je leur disais bonjour, je suis comptable. Non, il y a un truc, c'est je suis coach en séduction. Non, mais c'est trop fou. Vas-y, raconte. Attends, faut que je te présente un tel. Attends, mon cousin, il a peut-être besoin. Du coup, le réseau, il devient grand rapidement et c'est fun, tu vois. Tu touches un besoin vital chez l'homme de se connecter qui est terrible. La solitude, c'est terrible. Et forcément, en termes de médiatisation, tu as la Saint-Valentin, tu as draguer en été, tu vois, on a des marronniers comme ça. Voilà, non mais tu as des marronniers, ça revient chaque année. Quand tu prends les magazines féminins, c'est la même chose chaque année depuis 1960. Ça n'a pas changé, tu as un thème qui arrive de temps à autre. Ça n'a pas changé. Donc, comment t'arrives, fresh face, tout nouveau, tête de lunettes, ça a changé des autres. C'est bien, on y va. Et c'était cool. Ce qu'il faut avec toi, c'est qu'il y a un côté presque beau parleur. Donc, quand tu dis ça, on se dit non, mais c'est pas possible, quoi. Ça peut pas être vrai. Mais moi, je te connais depuis un certain nombre d'années, avant le blog. Bien sûr. Et tu ne viens pas de Paris. Tu viens d'un milieu beaucoup plus modeste, de province. Voilà. Donc, tu as fait une école de commerce, tu as commencé à bosser, etc. Mais tu es un imposteur dans le sens où tu n'es pas du milieu, tu n'avais pas de connexion à la base. Bien sûr. Tu es parti de rien avec ta belle gueule et ton culot. Oui, et le cerveau aussi. Et c'est là la partie. non, mais c'est là la partie intéressante. Okay. C'est que, la belle gueule, c'est cool pendant un moment. Et tu le tiens jamais, ni homme ni femme, sur toute une vie. Ça ne suffit pas. Et en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir donc notamment nos profs de lettres, tu vois, qui nous expliquaient un peu. Tous les livres là sur les arrivistes, tu vois, t'as toujours un gars, il en veut, il veut sa revanche sur la société et tu peux pas arriver les mains vides. Donc, il va falloir un peu être utile aux gens. Et c'est ça la base pour se connecter aux gens. Qu'est-ce que je peux t'apporter ? Moi, je leur apportais beaucoup de culture, je leur apportais des compétences d'écriture, je pouvais les aider sur leur communication. Et tu l'as dit, moi, je ne suis pas parisien, je ne suis même pas dans le business ni dans les médias. Mon père est gendarme, ma mère, elle était en fonction des déménagements. On déménageait tous les 3 ans. Donc, elle a été démonstratrice en jeu de société, elle a bossé dans des bureaux de tabac, elle a été caissière. Enfin, tu vois, vraiment, France populaire moins. Tu vois, c'est même pas classe moyenne plus, c'est vraiment modeste, simple. Ouais. À la fin une fois que je finis mon lycée, mes parents me disaient maintenant, c'est quoi, tu fais quoi ? Quand je leur ai dit que j'allais en prépa, à cause de Thomas Védrine, tu vois, c'est lui qui m'a dit viens, on souffre trop. Moi, regarde, au lycée, mon projet, c'est d'aller en fac de droit pour rejoindre ma petite amie qui avait 1 an de plus que moi, qui était en fac de droit, exactement. Donc, quand il me dit un jour, il arrive en février au moment des inscriptions, je le revois revenir au lycée et il avait l'air mort, mais complètement crevé. Il me fait, je dis, mais pourquoi, t'es où ? Il dit, mais je souffre trop, je suis en prépa, c'est dur, viens. Je dis, bah oui, j'arrive. Moi, tu me dis, c'est dur, évidemment, je viens. Mais le défi, est évidemment, je passe de premier de ma classe de toute la vie, premier ou deuxième, à 52e sur 52. Là, en fait, je suis nul, c'est trop bien. Mais c'était ça qui était important aussi, c'est que moi, j'ai grandi avec toujours ce parcours du héros et cette douleur du sportif de no pain, no gain. Donc, et c'est ça qui est intéressant, on en a encore reparlé récemment. Je suis un touche-à-tout, j'ai la bougeotte tout le temps et on commence l'année, on est 52 en classe, on l'a fini, on est 35. On perd 1/3 de l'effectif. Donc, ultra sélectif, les gens, ils ne tenaient pas mentalement. Moi, je suis il faut juste attendre, il faut tenir, il faut que ça rentre dans la tête. C'était dur, mais ça l'a fait. Tu vois, et puis après, rencontrer du monde, les faire rire. En fait, quand tu vois comment ça fonctionnait à la cour de Louis XIV, ça n'a pas changé. Toutes les règles sociales, elles n'ont pas changé. Soit tu es drôle, soit tu es intéressant. Il y a un triangle, en fait, hyper important. C'est soit tu as le pouvoir, soit tu as la célébrité, soit tu as l'argent. Bon, pouvoir, j'avais pas. Célébrité, je pouvais aller la chercher un peu. Argent, j'avais pas. Célébrité, comment on peut faire, tu vois ? Et c'est là que tu commences à réfléchir.
il y avait un ou deux gars qui étaient des Français à l'étranger. Tu sais, quand tu regardes Capital ou Zone Interdite, tu vois ces Français qui sont des tueurs à l'étranger. Et tu te dis, putain, mais c'est ça. En fait, là, nous, la France, c'est quoi notre argument marketing? On est le luxe, on est l'élégance. Mais vas-y, il faut que je sois Versailles, là-bas. Il faut que je sois l'élégance, la séduction à la française, mais aux États-Unis. Moi, mon plan, c'était ça. Pendant des années, c'était de m'exporter aux États-Unis. Et en fait, quand je rencontre Neil Strauss, donc celui qui a écrit le livre The Game, c'est lui qui me dit, bah non, mais fais ça en France, si tu as les qualités, genre tu sais écrire, tu sais coacher, tu apprends. Donc je me forme, coaching, génial. La PNL, l'analyse transactionnelle, tous les outils, je trouve ça fascinant. Et là, tu apprends plein de compétences que je n'ai pas apprises en école de commerce, que j'ai pas apprises en prépa, tu vois. Ultra utile. Et ces trucs-là, pardon, je peux les partager. Je peux aider des gens dans leur vie à mieux comprendre qui ils ont pour séduire plus, pour... C'est des mecs intéressants. On reprend le comptable. Il est chiant parce qu'il ne sait pas raconter des histoires. Mais en fait, il est intéressant, il est gentil, il est sportif. Non mais voilà, bon père de famille, tu vois, génial. Mais là, tout de suite, en soirée, c'est pas lui qui va emballer le truc. Tu vois, donc lui, je vais pas le changer. Et c'était ça qui était intéressant. C'est, mec, je t'explique. En fait, tu es déjà très bien comme tu es. Tu as plein de qualités qu'elles recherchent, les femmes, pour fonder une famille. Là, juste, tu manques un peu de fun. Donc, tes histoires que tu as vraiment vécues, au lieu de les raconter en platitude, je vais t'aider à mettre un peu de storytelling, up and down, des péripéties pour que ce soit intéressant. Et ouais, mais c'est pas vraiment moi. Flemme. Oui, c'est pas vraiment toi. C'est du théâtre, c'est une scène sociale. Et ça encore, tu vois, ça n'a pas changé depuis la nuit des temps. Quand tu lis Machiavel, Le Prince, quand tu lis tous les ouvrages je sais pas, en France, on a La Carte de Tendre. Tu vois, tu apprends tout ça. C'est un jeu de rôle. Tu apprends, ok, donc en fait, les puissants, il ne faut pas que je les énerve. Peut-être que je peux rentrer par ce rôle de bouffon, mais devenir un peu indispensable, qu'est-ce que je maîtrise? Les réseaux sociaux. Et moi, je suis rentré vraiment par là. Il y a eu une concordance des temps de quand Facebook débarque en France fin 2007. Moi, c'est tous mes potes qui étaient à l'étranger qui nous l'ont ramené début 2007, tu vois, parce que aux États-Unis, ils étaient inscrits déjà, sur les campus. Et là, moi, je vois un terrain d'expression de fou pour ma créativité, pour faire des blagues, parce que j'ai toujours été comme ça en cours. J'ai toujours fait des blagues parce que je m'ennuyais en cours. En fait, tu me racontais un truc, c'est bon, j'ai compris. Allez, pas besoin de répéter 100 fois. Et donc, je faisais le con en cours jusqu'au moment où ça n'a plus marché en prépa parce que je comprenais plus. Ça allait trop vite pour moi, tu vois. Mais je retrouvais sur Facebook et sur Twitter cette cour de récré où on était là, on était tous en train de travailler et en même temps on se faisait des blagues. Et je pouvais en fait devenir quelqu'un en partageant de l'information. Trop bien. Donc j'ai commencé vraiment comme ça. Et art de séduire. Moi je lance ma boîte, je la plante au bout d'un an. Parce que je fais que des télés, que des journaux, machin. Mais les gens, quand ils arrivent sur mon site, ouais, il est beau. Ah, il est super beau. Il ne convertit pas. Ça ne vend pas. Il n'y a personne. En une année, je dois faire 10 coachings. C'est pas assez, tu peux pas vivre de ça. Non. En une année, mon site ne convertit pas. Et en fait, c'est simple, je ne connaissais pas ce mot, copywriting. L'idée d'écrire pour convertir, l'idée d'écrire pour vendre, on ne m'avait jamais appris ça. Je ne savais pas que c'était une compétence. Nous, on a appris à écrire des grandes rédactions à la française avec des mots compliqués, avec des concepts. Non, non. Quand je plante ma boîte, tu vois, je vois la trésorerie qui finit, j'ai bientôt plus mes droits au chômage et comme d'habitude, quand tu es partout à la fois et que tu es dans la tête des gens, il y a une copine qui m'amène une offre d'emploi. Tiens, regarde, magazine sur les relations hommes-femmes cherche rédacteur. J'y vais, moi je me dis ça va être Glamour ou Cosmo, ou, tu vois, je suis trop content. Bon, c'était art de séduire. Le site est dégueulasse. Vraiment, mais le site, il est moche, mochissime. Je me dis, c'est pas possible. Ce gars-là, il vend des formations en séduction. Il n'y a pas sa tête, nulle part. Mais comment il peut inspirer confiance? Il montre pas sa tête. Je le rencontre et on s'entend trop, trop bien. Parce que il a une vraie énergie, une vraie détermination. Et moi, j'ai la créativité. Il est un peu créatif, mais je suis 10 fois plus.
Et quand il me demande d'abord, j'écris des articles, ok, comment réussir ton premier rendez-vous, comment t'habiller, comment prendre un numéro de téléphone sans passer pour un lourdeau, ce genre de choses. Au bout d'un moment, il me commande un guide du premier rendez-vous. Ok, j'écris les 200 pages, c'est cool. Là, Là, tu as un peu un job de freelance déjà. Complètement. Ouais. Et là, il me demande, vas-y, tu écris la page de vente. Je ne connais pas ce mot. Ça veut dire quoi, une page de vente? Il dit, mais t'es con ou quoi? C'est la page, ils vont la lire et à la fin, il faut que ça leur donne envie d'acheter. Ah d'accord, ok, bon, je vais essayer. Je ne connais pas, aucune méthodologie. Je m'enferme une semaine pour écrire un truc pitoyable, nullissime. Je lui rends, stylo rouge, on imprime, machin. Il commence à corriger. Au bout de 2 minutes, il me fait, ah, on vendra jamais rien avec cette merde. Là, moi, dans ma tête, je me dis, mais si, c'est bien écrit. 25 ans, complètement arrogant. C'est toi, tu sais rien du tout. Il part, 3 heures s'enfermer. Il me dit, attends, je reviens. Il écrit un truc. Il me le fait lire. C'est du franglais. C'est vulgaire, grossier. C'est pas structuré. Je comprends pas. Avec ça, là, mais comment toi, tu gagnes de l'argent avec des trucs aussi nuls? Il me dit, on va faire un test. On va faire un test AB. Je fais, quoi? Tu vois, moi, je ne sais pas ce que c'est un AB test. Je ne sais pas. Il dit, c'est simple. On va envoyer à 1000 personnes sur la base mail ta lettre, c'est l'échantillon A, et on va envoyer à 1000 personnes ma version. Ce sera l'échantillon B. Yes, celui qui vend le plus, il garde toute la thune. Ouais, trop bien, je suis sûr de le battre, tu vois. On envoie. Moi, je fais 3 ventes. 3 sur 1000, ça fait 0,3% de conversion. C'est pas fou. Lui, il en vend 30. Il me met un x10 dans la tête, avec son texte pas fou. Là, il me donne un livre sur le copywriting. Et là c'est l'ouverture sur un monde incroyable. C'est en fait, tu sais, tu découvres un super pouvoir où tu dis, wow, c'est comme le jour où tu découvres, je sais pas, la PNL, que tu te mets à faire le miroir, à synchroniser tes expressions avec la personne en face de toi. Tu dis, tu as des nouveaux pouvoirs, tu vois. Et le copywriting, moi, ça a été ça. Ça a été explosion du cerveau. Wow, tout ce qu'on peut faire. Mais oui, ça persuade. Et oui, ça aussi. Mais oui, comment j'ai pu oublier ça? J'en ai lu 70 des bouquins sur le copywriting. Et toute la décennie, en fait, le 2010-2020, j'ai jonglé entre art de séduire, démission en freelance en copywriting, j'étais community manager de Patrick Bruel et j'avais mon blog lifestyle. J'ai fait que bosser, sortir, m'amuser. Tu vois, j'ai fait que ça, 2010-2020. C'était exceptionnel. Je me suis vraiment, vraiment, vraiment marré. Et au bout d'un moment, tu deviens illisible. Parce que 4 casquettes, il fait quoi lui? Internet. À un moment, j'avais une casquette où il y avait écrit Internet. Parce que ça devenait compliqué. Casquette noire, brodée en blanc, Internet. J'étais le monsieur Internet de Patrick Bruel. D'ailleurs, est-ce que ça, c'était... Parce que je crois que j'ai appris le mot community manager avec toi. Ouais. Je pense que tu étais le premier. Un des premiers à parler beaucoup de ça, ouais. Je ne comprenais pas ce que c'était que ce métier. Est-ce que cette expérience-là, elle t'a nourri ou elle t'a collé une étiquette de... Je ne vais pas finir cette phrase. Elle t'a collé une étiquette. Ça aurait été ultra intéressant de voir comment toi tu l'as perçu. Et je le prendrais vraiment pas mal. Mais vraiment. Non, mais... Après, il y a beaucoup... C'était une époque... Je pense que mon image de Patrick Bruel a beaucoup évolué depuis. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas quelle étiquette y coller. Mais il y avait un côté... c'est pas un vrai job pour moi, je pense. Bien sûr, ok. Et c'est rigolo comme mission, mais en quoi est-ce que cette expérience-là venait te donner plus de légitimité ou de crédibilité dans ce... Je suis vraiment curieuse. Il y a un film ultra intéressant de 2006-2007 qui s'appelle, je ne sais plus quand c'était Fauteuil d'orchestre. Et il y a une phrase qui est géniale qui est quand on ne peut pas être sur scène, on peut au moins être en coulisses, on peut au moins être au premier rang, tu vois. Moi, j'avais toute la lumière sur Art de séduire. Je développais toute mon aura, tout mon personal branding. C'était vraiment génial. Mais de l'autre côté, j'étais dans l'ombre de Patrick Bruel pour apprendre vraiment à très, très haut niveau comment tu fais l'information, comment tu fais de la promotion, comment tu vends sans vendre. Parce que c'est un artiste. Il faut vendre sans être trop pushy. Tu ne peux pas passer pour un vendeur en permanence. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a tout le temps une actualité. C'est un bosseur, mais de fou. C'est-à-dire que
La musique, comment tu fais? Tu es en studio, tu écris, tu enregistres, tu vas faire la promo du premier single, puis il y a le clip, puis il y a le deuxième, puis il y a la sortie de l'album, puis il y a la tournée, puis il y a l'enregistrement du live, puis il y a la promo du live. Toujours du taf sur la musique. Ok, génial, la tournée, superbe. Entre-temps, il y a toujours un film ou une pièce de théâtre. Moi, je le rencontre au moment, mais ça aussi, tu vois, pour parler de réseau, à quel point c'est important. J'avais beaucoup d'énergie, je sortais beaucoup, j'étais célibataire, donc... Fallait que tu testes en même temps tes méthodos, donc c'était Non, important, mais hein. même pas ça, tu vois, mais le fait d'être visible tout le temps, le fait de tout le temps être sur Internet et faire des blagues à l'époque, mon binôme d'école de commerce, lui, il est parti directement bosser dans du marketing sérieux, tout ça, et il me fait une proposition à un moment pour bosser dans une des boîtes dans lesquelles Jaina, le fonds d'investissement de Marc Simoncini, a investi. Mon pote, il est directeur marketing d'une de ces boîtes. Il me propose un job de community manager là-bas. Ok, je regarde le salaire, je fais pas du tout. Genre, je voulais pas, je préfère garder ma liberté et continuer de développer mon truc. 6 mois après, 2 mois après, Marc Simoncini m'appelle. Ouais, j'ai ton CV sur mon bureau, j'ai quelqu'un. Attends. Bonjour, allô, c'est Marc Simoncini, le fondateur de Mythic et de Winamax. Dans ma tête, je me dis, mais frère, t'es Marc Simoncini, évidemment, je te connais. T'es le papa d'Internet en France, Dieu Internet en France, évidemment, je te connais. Dis pas ça, dis juste Marc Simoncini. Je trouvais ça fou qu'ils disent ça, Mais tu vois. c'est une belle preuve Mais d'humilité, exactement. Et c'est là que tu dis, mais en fait, c'est ça, les gens qui sont bons. Et il me dit, ah, viens, j'ai quelqu'un à te présenter, t'as refusé le job chez nous, j'en ai un autre pour toi. Et là, en fait... Comme quoi, entre parenthèses, refuser un job peut être une très très belle idée. Ah, mais bien sûr. Ah non, mais parce que, et surtout, la mission était intéressante. Mais je lui dis, attends, salaire? Non. Je peux gagner plus ailleurs si je continue de développer. Et c'est pas juste non, je ferme complètement la porte parce que c'est complètement nul. Non, non, la mission, elle était très très bien. Le fit entre les compétences et ce que vous attendez, c'était là, mais juste, non, vos chiffres, c'est pas possible, quoi. J'ai plus de valeur que ça. Exactement. C'est le message que tu envoies. C'est exactement le message que j'envoie. Et là, il me donne rendez-vous, et je l'ai gardé longtemps, le message. Rendez-vous à 14h45 dans un restaurant, machin. Moi, là, 13h30, je me jette sous la douche, je suis tranquille, en me disant, je suis large, j'ai le temps. Je sors de ma douche, 3 messages en absence. Allô, c'est Marc Simoncini, vous êtes où? Je dis, mes frères, on a rendez-vous dans 1 heure. Et en fait, là, je sais que j'ai raison. J'avais encore le message où il disait 14h45, mais en fait, lui, il m'attendait à 13h45. Donc, eux, ils se barrent du restaurant, évidemment, ils ne sont pas restés. Il me dit, bon, allez, dernière chance, venez à 16h à tel endroit. Donc là, c'est bon, j'y vais. Et en fait, il m'explique, bon, là, à ma gauche, j'ai Marc Simoncini, en face de moi, j'ai Patrick Bruel. Bonjour, bonjour. Et tu vois, non, mais la scène complètement irréelle où tu fais, bon, ok. Alors, déjà, en plus, j'arrive en retard, tu vois. Donc, Quand même, t'arrives, histoire de... Non, non, mais dans sa tête, à lui, Ah je suis oui. en retard. Moi, je sais que pas du tout. Mais je vais pas lui dire, mec, t'as tort. Ouais. Parce que c'est juste une question de, tu peux avoir raison ou C'est tu le peux être triangle heureux. Voilà. Ce que tu disais là, qu'il faut pas énerver son Voilà, pouvoir. et ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont la célébrité. Là, on est en plein cœur de... Clair. Moi, je n'ai rien. Et en fait, c'est Marc Simoncini qui me fait passer mon entretien pour Patrick Bruel, qui à l'époque hésitait à aller sur les réseaux sociaux. Ok, il ne savait pas trop. Une fois que c'est validé par lui, hop, c'est bon. Une fois que les deux, ils se disent, oui, c'est bon, il tient la route. Une fois que Simoncini valide, ok, il tient la route. C'est bon, on se serre la main et on a bossé avec Patrick. On a signé notre contrat. Notre contrat, c'est ça. Voilà. Pendant 8 ans. Parce que la confiance, le travail. C'est une brute de travail. On a signé, on s'est serré la main dans... C'était la dernière de la pièce de théâtre, Le Prénom. C'était en juin 2011. Et après, on est parti comme ça jusqu'à mai 2019. Et c'était fou. Et j'ai adoré. Job de clown, on était ça à la base. Alors non, parce que du coup, tu as à vendre du théâtre, tu as à vendre du film, tu as à vendre Winamax. Non, mais t'inquiète pas. C'est au début, oui, c'est normal. On voit des gens qui postent des trucs rigolos sur Internet. Mais en fait, il y a un vrai enjeu. Et ça, les maisons de disques l'ont compris. Et il fallait faire passer ce message aussi dans ses équipes en interne, parce qu'il y avait encore le fan club, l'envoi du magazine et toutes ces choses-là. Tout ça, et tout à coup, moi, je débarquais à base de, bon, alors, vos trucs de tous les 3 mois qui sont payants, là, maintenant, moi, je vais être tous les jours en ligne avec des photos de lui et des textes. Tu viens quand même bouleverser des choses.
Mon premier CDI officiellement, c'était un boulot dans la conduite du changement, change management. Ouais. Et là, tu as des résistances qui sont assez fortes en face de tout un tas d'acteurs autour dans son équipe. Mais lui, il est convaincu. Il est convaincu que ça passe par là. Parce qu'il voit bien que M. Pokora, notamment, est déjà à fond là-dessus, que les jeunes commencent à vendre beaucoup là-dessus. On récupère Facebook, je le lance en direct chez Hanouna en une soirée. Tu vois, on passe de 0 sur Twitter à 60 000, à l'époque où Cyril Hanouna ne faisait pas débat comme aujourd'hui, 2012. On lance Instagram en 2014. Je remplis un stade entier, Idis, tu vois, à la fin de la tournée, devant toute l'équipe, tout Sony Music et tout. Merci à mon community manager qui nous a rempli le machin. Bah, trop bien, tu vois, trop bien comme reconnaissance. Et après, c'était tout ce qu'il y avait en plus. Lancer l'huile d'olive de fou. Vraiment, il a gagné des dizaines et des dizaines de médailles d'or et médailles d'argent dans les concours agricoles. En fait, tout ce qu'il fait, et ça m'a appris beaucoup sur l'exigence. C'est pas « ouais, ça va ». Non, non, non. C'est soit ça va pas. C'est noir ou blanc. Et ça, c'est fou. Ça, aujourd'hui, faire passer ça aux jeunes, c'est dur pour eux. Moi, ça me va. Un père militaire, ouais, c'est A ou B, tu vois, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que je m'entendais bien avec eux, parce qu'il n'y a pas de non-dit. Oui, je suis content, non, je ne suis pas content. Il t'a donné des feedbacks parfois durs? Bien sûr. Parfois durs, évidemment. Mais quand je faisais de la merde, quand on a eu des histoires très très drôles, genre un nouvel an en 2015 où lui, il est en Tanzanie, moi je suis ivre à 8h du matin à Varsovie, et où le message qu'il m'envoie, la vidéo qu'il m'envoie que je dois monter, je la poste avec la légende, on ne s'est pas compris sur la légende, il m'envoie un bout de la légende plus un message pour moi, mais dans le même message je poste une partie du message en ligne pour moi, il fait « mais vous êtes complètement con ». J'étais pas con, j'étais bourré. C'était ça, c'était drôle. Et donc après, on en a joué avec un deuxième message de « vous l'aurez compris, mon équipe ce matin, elle a fait la fête hier », tu vois, on rattrape le truc. Mais oui, il y a eu 1 ou 2 feedbacks sur les 8 ans où j'ai pas été au niveau, mais j'ai pas de souci, tu vois, à ce que ça tape parce que il va m'arriver quoi? C'est quoi le pire? Tu vois, je reviens des années et des années en arrière entre père militaire, dur, fine. Notre prof de maths en prépa. Comment il s'appelait déjà? Monsieur Manet, en première année. Monsieur Manet. Je finis, mais je suis dernier toute l'année. À part un truc où les statistiques et les probas, parce que je jouais déjà un petit peu au poker. Quand il rend, d'habitude, je suis entre 2 et 6 sur 20. Là, Niederhofer, prince de la proba, 15. Tu sais quoi? Là, tous, ils me regardent, mais non, pas le bouffon, là. Il y a des trucs, en fait, il n'y a rien qui est dur. Tu me dis 2, bon, c'est 2, c'est pas grave. Tu vois, je ne vais pas mourir. En fait, c'est vraiment ce truc-là de me dire, j'ai rien à perdre et je sais que je vais retomber sur mes pattes. Encore aujourd'hui. C'est un truc qui est super important. Et là, je rebascule un peu sur les patronnes, même si on a envie. J'ai 20 milliards de questions sur Patrick. Mais on va se reconcentrer sur The Patron. Recevoir du feedback, c'est un gros challenge. Et pour beaucoup, c'est une sorte de désaveu. La preuve qu'on n'est pas à la hauteur. Bien sûr. Toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, tu prends le feedback, mais ça ne t'affecte pas. Au contraire, tu es capable de rebondir et ça ne te terrorise pas. Non, ça ne me terrorise pas parce que ça veut dire que j'ai été nul, clairement. Et en vérité, je le sais. Tu vois, quand on me dit « ça, c'est mauvais », je me dis, ok. Mais là, t'étais bourré. Attends, là, prenons un autre exemple où t'as okay. essayé de faire quelque chose de bien, tu pensais que c'était intelligent et on te donne un feedback négatif. Là, comment... Là, c'est arrivé récemment, par exemple, avec une cliente. Tu vois, une cliente dont je refais le site internet. Il y a des process. Quand je suis mes process très, très, très cadrés, ça va. Là, j'ai une cliente plutôt artistique. Donc, ça part dans tous les sens. Et là, moi, j'ai toujours cette retenue de, à un moment, est-ce que je dis, ferme-la. Tu vois, vraiment, mais genre, arrête, tu pars dans tous les sens, s'il te plaît. Est-ce que nous pouvons revenir sur le rail, suivre mon cadre? Parce que là, vraiment, on part dans tous les sens. On perd du temps, le brief est pas bon. Là, je me dis, je vais gérer, j'ai l'habitude. Tu vois, là, j'y vais à la confiance. Mauvaise idée, parce qu'à chaque fois que je veux y aller à la confiance, comme ça, en me disant, t'inquiète, je vais retomber sur mes pas, même si le brief est pas clair, je lui rends une version 1
de la homepage et c'était pas au niveau. Ok, elle m'a dit non, mais j'étais dépité, j'étais en larmes quand j'ai lu ce que tu m'as rendu. Putain, en plus, vas-y, cliente émotive qui me fait... Enfin, tu vois, on est deux professionnels, deux adultes. Tu me dis que c'est pas bon, mais ça fait partie du processus créatif pour un rédacteur. Ok, alors, le brief, je l'ai mal pris, ma faute. Je le referai plus. 2, tu me dis que c'est pas bon, ok, on va y aller sur le feedback. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai pas écrit dans ton tone of voice, ton ton de voix, ta manière de parler? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Est-ce que tu préférerais plutôt A, B, C, D? Je lui montre des sites de concurrents à peu près dans ce truc-là. Mais quand tu as un client en face de toi qui est un serpent, je sais pas trop, mais parce qu'en fait, nanani, nanana, j'ai juste envie de lui rendre sa thune. De lui dire, en fait, non, t'es pas au carré avec toi, t'es pas clair avec toi. Moi, je peux produire un mauvais texte. J'ai eu, par exemple, un client qui était génial, un pâtissier formé chez Pierre Hermé, Cheval Blanc, La Durée, enfin, tu vois, du très haut niveau. Il lance son truc. On fait une première version du site. Il me dit, améliore ça, ça. Ok, version 2, améliore encore ça, ça. Version 3 et version 4. Lui, c'est mon client qui m'a demandé le plus de travail, mais c'était clair et carré. Et à chaque étape, on validait des choses, mais on ne revient jamais sur ce qui a été validé en V1. On avance. Donc lui pouvait être dur. Non, Céline, je veux mieux que ça. Ok, ça va, je vais rebosser. Cool. Ça, j'aime bien. Parce que c'est logique. C'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut. Et Bruel était comme ça. Et Monsieur Art de Séduire était comme ça. Mais quand c'est ouais, mais je ne sais pas, je le sens pas. Tu peux pas. Tu peux pas. J'en ai un, tu vois, un client, un jour, je lui rends tout un texte. Ouais, mais en fait, c'est pas trop ce que je veux. Et je pense que j'aurais dû le faire moi-même. Et je crois que... Vas-y, tu peux pas. C'est soit tu es un pro, tu travailles, c'est carré, et tu as le droit de taper dur. Tu as le droit de taper du poing sur la table. Genre, non, c'est pas ça, non, c'est pas au niveau, non, t'as pas compris. Ok, je reprends un brief et je le fais valider derrière. J'ai pas de problème. Là, j'ai voulu être sympa et arrangeant, mais il faut pas. Les gens, ils attendent de la structure. Et si tu arrives avec pas de structure, c'est toi qui vas perdre du temps. Donc non, j'ai pas de problème sur le feedback. Moi, mon objectif, c'est toujours en fait les 5 étoiles. Ok, je veux mon commentaire, mon avis 5 étoiles. Si je l'ai pas, on a un problème. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Où est-ce que j'ai déconné? Est-ce que j'ai pris une mission qui était vraiment trop hors de ma portée? Imagine, moi, je suis pas très spécialiste en immobilier ou en trading ou tu vois, dans la finance. Ça va être dur pour moi d'écrire pour un client là-dedans. Donc, peut-être que j'ai intérêt à pas les prendre. Parce que si je les prends, je vais faire du travail à moitié bien. Et ça, c'est pas possible. Avec l'image de 5 étoiles que je... Need Offer égale excellence, point barre. Tu vois, il faut que ce soit excellent. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que, toi, tu es à la fois ouvert au feedback et que tu es prêt à accepter que ce que tu as fait n'est pas au niveau attendu. Et au contraire, quand on te monte la barre... c'est quelque chose qui t'intéresse parce que ça te pousse vers encore plus d'excellence. Et ce que j'entends aussi, c'est que de ton expérience, essayer d'être compréhensif dans le sens où quand la personne en face de toi, ce n'est pas assez clair et que tu essaies de faire preuve de souplesse en te disant que tu vas retomber sur tes pattes, finalement, c'est une fausse bonne idée. Parce que ça ne te permet pas de bien cerner ce que l'autre veut. En tout cas, ça ne te permet pas de l'aider, elle, à clarifier ce qu'elle veut. Et que donc, cette gentillesse est une perte de temps pour tout le monde. Oui, au lieu de gentillesse, on va mettre un mot négatif, on va mettre naïveté. Là, tu vois, c'est vraiment... non, ou du laisser aller. L'être humain, il a besoin de cadre. Moi, dans mon job, on travaille toujours avec de la contrainte. Tu as soit une contrainte d'espace, soit une contrainte de temps, soit une contrainte de ton. Et parfois, les trois en même temps. Ça fait partie de notre travail. On produit sous contrainte. C'est notre job de copywriter. Ok, on le sait. Et quand un client dit « Non, mais essaye un peu ça, essaye un peu ça », là, il est en train d'entamer mon temps. Là, il attaque mon temps. Il va payer qu'un seul chiffre à la fin. Il ne va pas vouloir payer plus. Moi, je ne vais pas être rentable. Donc, en fait, c'est à moi de taper du poing sur la table. On ne travaille pas comme ça. C'est à moi, en tant qu'indépendant, et c'est ça qui est très très dur au début quand tu deviens indépendant. Toute ta vie, tu as été salarié, on te dicte les règles, on t'explique les règles du jeu corporate, comment ça marche dans la pyramide pour gravir les échelons, ok. Quand tu deviens indépendant... De manière plus ou moins claire. Oui, bien sûr. Et après, en indépendance, c'est vraiment différent. Et c'est à toi de comprendre que tu es responsable de ton temps et de ta rentabilité.
Au début, tu as envie effectivement d'être arrangeant, machin, mais je vois trop chez les jeunes copywriters que je forme, sur les premières missions, ils se font balader en long, en large, en travers, et ce qui devrait durer 3 jours peut prendre 3 semaines. Mm. Parce que le client ne valide pas assez vite, parce que le client hésite, parce que le client revient sur des points déjà validés. Non, c'est pas possible. Mais le feedback, il faut, si tu veux grandir, tu es obligé de faire face à des clients qui sont durs, à des clients qui veulent plus. Et si tout le monde te dit toujours ouais, ça va, c'est soit que tu es un génie, soit que tes clients sont pas assez exigeants. Mm. Et ce que tu disais là sur les contraintes de l'indépendant, ça me fait penser à cette capacité à un peu à savoir dire non, Oui, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, qui est aussi quelque chose qui est très difficile c'est dur. pour les personnes en entreprise, de savoir mettre des limites parce qu'on demande aux collaborateurs de savoir travailler en collectif et en même temps, il y a toujours ce côté de push et de patates chaudes Bien sûr. qui sont refilées. Je voudrais revenir sur ta communauté, ce que tu vois avec les personnes que tu formes en copywriting. Est-ce que tu remarques des tendances ou des traits, des mindsets particuliers chez les femmes plus que chez les hommes? Comment est-ce que tu... Parce qu'en fait, savoir se vendre Oui, et savoir vendre, on vient toucher un petit peu à la même chose et c'est particulièrement difficile. En tout cas, dans ma communauté, c'est un élément qui est évoqué comme particulièrement difficile. Qu'est-ce que toi, tu remarques et comment est-ce que tu accompagnes les femmes dans ta communauté pour justement dépasser certains freins? alors la statistique et l'histoire qu'on raconte toujours et qui est vraie, vraiment, hein, c'est que l'homme qui voit une offre d'emploi, il a 20% de compétences, il postule, la femme qui a 80% de compétences, elle va pas y aller. C'est à peu près la réalité, c'est ce que je vois. Moi, j'ai 60-70% de femmes que je forme au copywriting et 40% d'hommes. Il y a plus de femmes qui sont avec nous. J'essaie de vraiment de leur expliquer, en fait, ça va faire partie. Donc, tu as une compétence qui est l'écriture persuasive, d'accord? Tu vas écrire et ça doit faire vendre, ça doit faire cliquer, abonnez-vous, toutes ces choses-là. Maintenant, tu vas devoir faire ta compta, vas devoir faire ton personal branding, tu vas devoir faire ta pub en ligne, tu vas devoir trouver tes clients. Et à un moment, tu vas avoir la visio ou le café que tu vas prendre avec ton prospect et il va falloir te vendre. OK. Pour moi, tout ça, c'est une compétence et ça s'apprend. Donc, tu vas prendre confiance en toi. Oui, mais j'ai pas confiance en moi, imposteur. Ouais, t'inquiète, moi aussi. Non, pas toi. Si, si, moi aussi, moi aussi. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais le syndrome de l'imposteur, on va le combattre, on va s'appuyer sur de la compétence. La confiance, on l'a bâtie sur une compétence. Tu sais écrire? Oui. J'ai corrigé tous tes textes? Oui. Je t'ai dit que c'était bon? Oui. Ok, donc tu sais ce que tu vaux. Je te le dis, je suis dur avec eux. Volontairement, quand c'est pas bon, je leur dis et surtout je leur montre. En gros, ils me rendent des Google Docs et je corrige moi-même et je leur mets mes suggestions. Tu vois, je leur dis, je mets mes commentaires, mes suggestions parce que c'est pas des corrections. Je suis pas Dieu le Père non plus. J'ai juste 15 ans d'expérience. Voilà, c'est ce que je leur explique. Tes textes, ils sont bons. Tu comprends les enjeux, tu comprends les business models. Tu es créatif, ok. Maintenant, pour continuer de développer cette créativité, chaque semaine, tu vas lire ça, 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 ça. Tu t'abonnes sur Instagram à ça, 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 ça. Ok, c'est bon. Donc, créativité, tu l'as un petit peu. Tes tarifs, à combien tu dois te pricer? Ok, on travaille là-dessus, sur la tarification. Donc tu Très les souvent, rassures en fait point par point point sur... par point. Ce sont des compétences qui s'apprennent. Et une fois que tu leur expliques que, en fait, toi, tu arrives avec une compétence qui va permettre de débloquer ton client, qui va permettre de lui faire gagner plus d'argent. Tu es importante, ton travail a de la valeur. C'est vraiment détailler chaque compétence. La prise de parole en public. Ok, aujourd'hui, tu ne sais pas te vendre. Voilà le questionnaire que tu vas vraiment dérouler avec ton client pendant un entretien de découverte. Et moi, je leur dis Tu leur parfois, donnes carrément les mais questions à évidemment, mais poser pour... il y a tout le template parce que ça s'improvise pas quand tu ne sais pas. La première fois, imagine, tu as bossé toute ta vie, tu étais vendeur chez Leroy Merlin ou chez Decathlon, ou alors tu étais directeur d'une école, ou alors tu étais soignant, ou alors tu étais militaire. J'ai tous les cas de figure vraiment, et ce ne sont pas des gens qui ont eu l'habitude de se vendre. Ils ont dû passer 2-3 entretiens maximum dans leur vie, mais jamais ils n'ont vendu, tu vois. Donc, on va dans l'ordre. Ok, c'est quoi un entretien? Et quand tu es en face à face, bonjour, alors
moi, pour faire le meilleur travail possible pour vous, j'ai un questionnaire, je vais vous poser les questions dans l'ordre. C'est un peu scolaire, mais au moins, on est sûr qu'à la fin, j'ai un bon brief et que j'ai tout compris. Ça vous va? C'est clair? Ok. Là, c'est un script, il y a eu 2 lignes. Hein. Méga simple, juste tu le suis. Si derrière, tu te sens à l'aise d'improviser et tout, tu improvises. Mais même si tu es débutant, tu fais ça, tu rassures ton client, tu passes pour quelqu'un de compétent. Scolaire, mais compétent. Est-ce que d'ailleurs, attends 2 secondes, question hyper importante pour moi à ce stade, est-ce que dans ce genre de rendez-vous, parce que souvent tu prends rendez-vous, alors que tu sois salarié ou indépendant, quand tu vas chercher à vendre une presta, oui, ou que tu vas même chercher à vendre en interne une solution ou un projet, il y a une tendance qui est, je prends la parole et je déroule ma présentation où justement je vais présenter qui je suis et essayer de prouver ma compétence. Et de ce que moi je vois, que j'observe, c'est que c'est pas une chose à faire si tu n'as pas bien identifié le besoin de ton client et qui était la personne en face de toi. Bien sûr. Donc est-ce que tu leur dis, la première étape, c'est pas de te présenter, c'est de poser des questions? C'est les oreilles. C'est toujours écouter. Quand j'ai des personnes qui m'appellent pour la formation Devenir copywriter 5 étoiles, moi j'ai les questions. Ok, aujourd'hui tu en es où? Aujourd'hui je vous vois. Aujourd'hui vous en êtes où? Aujourd'hui vous faites quoi? J'ai quelques questions pour vous niveau créativité, niveau écriture, niveau commerce pour savoir un peu si c'est pour eux ou pour elles. Et derrière, alors je sais que tous mes concurrents, tu vois, c'est hey, c'est 3 500 €, mais si tu payes maintenant, tu me donnes ton code de carte bleue, je te fais 500 balles de réduction là tout de suite. Alors que Tu moi. as 10 minutes pour prendre ta décision. Ah, bien sûr. Alors que moi, attends, tu m'as dit que tu étais impliqué. Tu m'as dit que tu avais voulu, que tu veux changer de vie. Non, c'est juste, attends. Là, c'est un vrai changement de vie. Hein. C'est 4 800 € la formation. Donc, c'est 1 an d'accompagnement. Tu prends du temps. Au contraire, tu hésites. Va comparer avec les autres. Moi, je suis là. Tu m'as eu au téléphone. Il y a YouTube, il y a Instagram, il y a les mails, il y a tout ce que tu veux. Réfléchissez bien. Parce que c'est une vraie implication. Parce que moi, je m'implique, je m'engage avec vous pendant 1 an. Donc vous allez devoir travailler et c'est vraiment essayer de les écouter. Moi, c'est déjà tout écrit. Ils ont déjà tout lu. Ok, ils ont déjà tout lu. Ils savent déjà tout. Ils ont besoin juste d'être rassurés sur 1 ou 2 points, mais c'est surtout moi, je vais les écouter. J'ai pas besoin de pousser et au contraire, tu sais, alors là, ce que tu racontes, j'ai vu ça en entretien. Une entreprise qui voulait vendre à quelqu'un de très célèbre, chanteur-acteur, une prestation. Et C'est pas du tout ah qui là c'est. là là là, ce calvaire de rendez-vous où le vendeur, il parle de lui. Moi, je vois mon client qui bouillonne, qui est là, avance, et ça n'avançait pas. Et c'était que centré sur eux. Vas-y, en face de toi, t'as vraiment quelqu'un qui a fait des gros trucs. Donc, pensez à l'autre. Toujours l'autre. Okay, moi, je m'en fous. Dans mes appels, les clients que je vais former, c'est bon. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi moi je serais hyper intéressé par t'accompagner. Tu as l'air d'avoir du potentiel, tu sais écrire, tu t'exprimes bien. Ce que tu as fait avant, ça te donne une expertise dans tel domaine. Je vais t'expliquer pourquoi moi je fais, c'est de l'égoïsme. Vraiment, de l'égoïsme, de l'altruisme un peu égoïste. Je veux t'aider parce que toi, je veux que tu aies 5 étoiles, que tu fasses le meilleur travail possible pour les clients pour lesquels tu vas écrire. Si eux, ils sont satisfaits, ils te mettent 5 étoiles. Si toi, tu es satisfait, tu me mets 5 étoiles. Si moi, tu me mets 5 étoiles, je veux encore plus. Voilà. J'ai envie de t'aider, j'ai envie de te changer la vie. Bien sûr, je comprends, t'aimes plus ton job, patron toxique, collègue débile, mission, burn-out, tout ce que tu veux. Je pense à moi avant tout, et je veux vous aider. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont aidé. Maintenant, si je peux transmettre un peu de tout ce que j'ai appris, ouais, grave, je le fais. Et si au passage, ça me rend riche, merveilleux. Non, mais tu vois, c'est quelque part, je dirais, un peu américain de tu peux faire les deux. Tu peux aider et prendre de la thune au passage. Et les Américains, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, ok. Plus tu gagnes d'argent, plus ça veut dire que tu es récompensé, tu peux donner. Voilà. Give back, pay forward. Et ça, je crois beaucoup. Il y a beaucoup du contenu que je mets en ligne, c'est vraiment de la technique pour les débutants. Et je ne pousse pas assez ma newsletter et je ne mets pas assez en avant ma newsletter, je ne mets pas assez en avant mes formations. Ça fait partie des choses auxquelles je dois penser un peu plus en 2026.
Il y a des gens, ça leur change la vie. Quand tu as un jeune qui a 22 ans, qui finit ses études, qui part bosser en Suisse pour 5 000 euros par mois, 5 000 francs suisses par mois, oui, ça lui change la vie. Tu passes de 0 à 5 000, tu es content. Tu as des soignantes, des infirmières libérales, elles n'en peuvent plus, elles font 60 heures par semaine, tout à coup, elles redescendent tranquille à 35-40, elles le vivent bien aussi. Tu as tous ceux qui... Beaucoup d'aidants aussi, j'ai appris ça, les aidants, souvent des mamans, plus des aidantes d'ailleurs, qui aident leurs mamans malades, leurs parents malades ou leurs enfants malades, leurs enfants handicapés. Elles ont besoin de cette flexibilité. Donc là, c'est le job parfait pour les accompagner à tous les rendez-vous médicaux et tout. Donc non, j'ai de la chance. Moi, je suis super content aujourd'hui de... J'écris toujours pour des boîtes, je forme des boîtes et je forme des particuliers. Et tu t'assures que tout le monde puisse avoir sa revue 5 étoiles. C'est le but du jeu. Quand je ne les ai pas, généralement, c'est pas grosse remise en question, mais c'est OK. Qu'est-ce qui a merdé? À quel endroit je me suis planté? La fois où ça arrive, c'est OK. Lui, j'aurais pas dû le signer. C'était une erreur de casting, j'aurais dû le voir dès le début. J'en ai eu 2, 3 au tout début, en 2020, 2021, des gens que j'ai remboursés parce que mauvais fit. Tu vois, vraiment, parmi les phrases que je répète tout le temps, c'est la boîte s'appelle les mots magiques, mais je leur dis, oh, il n'y a pas de magie, que du travail. C'est le pire nom de boîte, les mots magiques, mais je leur dis, il n'y a pas de magie, il n'y a que du travail. Et les gens qui font pas le taf, c'est pas possible. C'est pas possible. La valeur travail, c'est très important chez toi. Oui, parce que je suis alsacien. Donc en fait, c'est quand même très ancré. On travaille. On était la 2e région la plus productive de France. C'est des gens qui bossent, qui vont pas se poser la question je vais te dire, du sens de la vie, de machin. Si, évidemment, comme tout le monde. Mais moi, j'ai vu mes parents bosser toute leur vie. Tu vois, tu te lèves et il n'y a pas de j'aime pas mon taf ou quoi. Il faut payer les factures. Aujourd'hui, c'est merveilleux qu'on puisse se poser des questions, de se réorienter ou quoi. Moi, j'ai vu mes parents, c'est juste OK, il faut payer, donc il faut bosser. Tu te tais, tu vas bosser. Moi, j'ai eu de la chance. Mon père me dit toujours, votre génération, vous posez trop de questions. Mais bien sûr. Moi, je me suis pas posé de questions comme ça. Et oui, toi, tu as fait toute ta carrière dans la même boîte. Ouais. Et c'était possible et c'est très bien pour toi. Mais c'est vrai que nous, on se pose plus de questions et il y a plus de personnes qui ont envie de plus de sens et de retrouver un peu de goût dans leur travail. Oui, mais tu vois, c'est très très marrant. Moi, je vais pas dire que je suis cynique ou machiavélique, mais j'ai grandi dans l'armée. Donc là, on est dans une situation anormale de 80 ans de paix. Ça n'existe pas. On a une chance de fou. Là, ça revient en ce moment. Nous, on a grandi, c'est la paix. Donc, vu qu'on n'est pas là en train de se battre pour notre survie, on se fait des nœuds au cerveau de qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, qu'est-ce que je vais faire qui va me rendre heureux et complètement accompli? Ouais, survie. Et là, quand tu vois l'Ukraine, le Venezuela, l'Iran, Israël, ouais, ok, ça va revenir. C'est pas normal, cette paix. Tu vois, il faut être conscient de ça. Et je vois les plus jeunes, faibles, fragiles. C'est dur, c'est dur. Et ils vont me dire, mais non, t'es un vieux con. Ouais, je suis un vieux con. Mais c'est probable que je sois un vieux con. Et je reste ouvert à tout. Et t'avais 15 en probabilité. Voilà ce qui risque de se passer. Et ça risque d'être compliqué, tu vois. Et en fait, c'est pour ça, moi, je travaille. Je suis très content de travailler. Tu lèves quand même les yeux pour voir ce qui se passe. C'est pas juste, je travaille, je me remets jamais en question. Mais ouais, ça m'intéresse, tu vois, cette différence de génération où je sens que quadragénaire, je me sens plus proche des quinquas ou des sexagénaires que des gamins de 20 ans aujourd'hui. Pourtant, j'ai vécu les réseaux sociaux, je vois un peu, mais c'est dur. Mais quelque part, je les plains aussi, les jeunes. Tu vois, sur cette question de waouh, le sens de la vie, le sens au travail. Ouais, tu te poses trop de questions à un moment, tu poses un plan, mais c'est dur, trouver la vision et tu y vas. Voilà, moi je veux être quoi? Je suis le meilleur copywriter de France, je veux rester le meilleur copywriter de France. Peut-être que je deviens une agence, peut-être que je prends des clients toujours plus gros, peut-être que je développe encore plus la formation en entreprise. Mais dans ma tête, dans 5 ans ou dans 10 ans, il y a un scénario ou un roman. Tu vois, il y a quand même toujours le côté artistique qui est pas loin. Mais pour ça, il faudrait que je puisse être tranquille 6 mois à 1 an.
vois, pour bosser vraiment sur le côté artistique, c'est en fait toujours des projets. Tu vois, moi, j'ai une to-do list avec tous les projets que j'ai envie de mener à bien. J'ai une conversation WhatsApp avec ma femme qui s'appelle Places, tous les endroits où je veux aller. Il y a trop de trucs à faire. Il n'y a pas le temps de tout faire. Tu utilises beaucoup la visualisation pour faire ta boussole et te donner l'énergie d'avancer. Ouais, mais c'est pour ambition. Beaucoup d'ambition. Écoute, oui, parce que en fait, à chaque étage, quand tu gravis les échelons de la pyramide sociale ou quoi, tu as toujours des gens qui auront plus que toi. C'est le jeu. Tu vois, évidemment, j'aurai jamais la fortune de Bernard Arnault. J'ai pas les idées, j'ai pas la structure, j'ai pas autant. Mais je me compare pas à lui. Je vais pas te comparer à ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux atteindre? Et quand je vois, et ça c'est important, on revient sur les femmes. L'autre jour, je leur ai mis un sondage. J'ai un petit groupe qui s'appelle Copy Masters 2026. C'est mes meilleurs copywriters dans ce petit groupe WhatsApp. Je chope un chiffre en interview. Une dame qui vend une des formations en ligne. Combien elle a fait l'année dernière? Et là, je leur mets 4 possibilités de chiffres. Est-ce qu'elle a fait entre 100 et 120 000? Est-ce qu'elle a fait 240 à 270 000? Est-ce qu'elle a fait 416 000? Est-ce qu'elle a fait 500? Et 80% des filles m'ont donné un petit chiffre à 200 000 et des poussières. Il y a un seul mec qui m'a mis le bon chiffre, c'était quoi, du 516 000, un truc comme ça, ou 416 000, enfin, seul. Je leur ai dit, mais dream big, ouvrez-vous la tête, ça existe. Et en fait, tant que tu ne sais pas que ça existe, ouais. Tu ne peux pas. C'est important, zéro le modèle. Mais exactement, tu sais, donc quoi. Évidemment, chez les petites filles, leur montrer des modèles de réussite. Moi, Alma, ma fille, je lui dis toutes les histoires. Il y a aujourd'hui beaucoup, tu sais, de bandes dessinées ou d'histoires pour montrer ce qu'ont fait les grandes femmes de l'histoire. Dans l'architecture, Zaha Hadid, je lui lis des trucs comme ça, de Marie Curie, de Surya Bonali, de Florence Artaud. Mais oui, mais c'est Perrine qui fait ça avec les confettis. Enfin, génial, très très bien ces histoires-là. Et cette notion de savoir que c'est possible, moi je l'ai eu dans le coaching au tout début, en fait. Au tout début, regarde, j'arrive à Paris, à un moment, en 2008, je dois avoir 24 ans, j'ai une petite chérie qui a 28 ans. Déjà, un soir, elle m'invite en soirée et j'ai plus une thune. J'ai pas une thune. Je rembourse mon prêt étudiant, c'est une galère sans nom. Et évidemment, le bar, là, c'est genre 10 balles le Perrier. Tu vois. Et elle me présente à toutes ses copines, pareil, 28 ans, qui me regardent, genre, qu'est-ce qu'elle fait avec un tocard comme ça, tu vois. Jeune, fauché, c'est quoi l'histoire? Et voilà, du Perrier. Et autour, que des gars de 32 ans, à mèche, à chemise. T'aurais pas, là, on est en pleine levée, t'aurais pas, on cherche 1 million pour investir dans notre start-up. Je fais, gars, j'ai déjà pas 10 balles pour un Perrier. Mais je me dis, ok, c'est possible. En fait, ils sont juste à un rang de moi. Ils sont juste à côté. Après, dans la séduction, un jour, tu vois, j'ai un petit bonhomme très, très mignon, maman capitaine d'industrie, donc lui, un peu castré. Très, très dur dans ses relations avec les femmes. Et il est gentil, il est intelligent. Et en soirée, à un moment, il y a une fille qui discute, il s'amuse bien et tout. Elle lui dit je vais aux toilettes, rejoins-moi. Moi, je suis pas loin au bar. Il me dit je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle veut? Mais oui, parce que dans sa tête, c'est pas concevable. Ouais. Tu vois, l'histoire du quickie rapide et sale dans les toilettes, jamais dans sa tête ça peut arriver. Ça ne m'est jamais arrivé, je n'ai jamais lu sur le sujet, ça n'existe pas. Et pareil, tu vois, pour des réussites fulgurantes, pour une idée de te dire, en fait, je pourrais faire un x2 sur mon chiffre d'affaires avec telle ou telle structure, avec tel ou tel outil, si je étais sur une offre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les notions de podcast, de transmission ou de mastermind, où tu te retrouves avec des gens comme toi qui sont un peu plus balèzes, qui ont 6 mois ou 1 an d'avance sur toi. Et qui t'aident à lever quelques barrières mentales. Mais exactement, de se dire c'est possible. Et surtout, en fait, un truc ultra intéressant, moi je vois beaucoup de gens qui vont réussir et qui n'ont pas notre bagage académique, tu vois. Et là, tout le temps, quand je vois des gens qui doutent, qui ont fait HEC ou les grandes écoles ou quoi... Qui se trouvent jamais assez intelligents. Mais voilà, et que derrière, je vois des gens plus humbles académiquement, avec moins de diplômes, mais qui déroulent, qui ne se posent pas de questions. Là, je dis, putain, il y a un truc. Hein.
Bah oui, il y a mais c'est vraiment, aussi, vraiment un truc. C'est aussi que le syndrome de l'imposteur, il est lié à ta définition de la compétence et que plus tu peux être... Enfin, limite, le nombre de diplômes va juste renforcer ton syndrome de l'imposteur. Ouais, bien sûr. Donc, Écoute, moi, je continue de suivre des formations, par exemple sur LinkedIn ou sur HubSpot ou les formations gratuites Google, tu vois, pour être... Pour continuer à pour- se former. Mais toujours, bon, ça quand même, c'est important parce que la technologie, elle avance et tout. Ouais. Moi, j'ai besoin de rassurer pour être le meilleur parce que je ne parle pas qu'à des jeunes de 20... D'ailleurs, je leur parle même pas à eux, les jeunes de 20, 25 ans qui veulent réussir. Moi, je parle à des gens comme nous qui ont entre 35 et 50 ans qui aimeraient être indépendants, soit écrire pour leur business, soit devenir copywriter. Et pour ces gens-là, ouais, je dois les rassurer et leur montrer, tu vois, et leur montrer que oh, ça va marcher, mais derrière, le plus gros blocage pour eux, une fois que c'est bon, ils savent écrire. C'est pour ça que c'est très chronologique. C'est je vous apprends le job, je vous apprends à vous positionner, créer votre offre et derrière à prospecter. Et là, c'est la plus grosse barrière pour eux. Prospecter. Comment j'envoie des mails de prospection? Comment je fais pour frapper aux portes? Et c'est tellement vaste. Tu peux, oui, envoyer des mails, tu peux LinkedIn, tu peux Instagram, ou tu peux, il y a des salons. Tu vois, va voir du monde sur des salons juste pour voir comment ça se passe. Est-ce que tu arrives à aborder des gens? Et là, bon, forcément, moi, mon passé de coach en séduction fait que je rentre dans n'importe quelle conversation, c'est facile. Tu vois, avant-hier, je suis dans le train, il y a un groupe de 4, ils bossent dans l'immobilier, ils discutent ensemble. À un moment, la faille, elle est facile, je rentre, on discute et on se suit, on voit comment aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux plus séduire pour m'amuser, c'est pour vendre. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, je suis marié. Exactement. Donc, tu cherches juste des clients. Je ne cherche que des clients. Exactement. Séduire le client. J'avais un concurrent qui avait comme ça un site qui s'appelait Séduire le client. C'était un ancien coach en séduction qui avait basculé pareil dans le marketing. Il avait fait cette transition comme ça. Mais les ressorts sont les mêmes. Compétence et sympathie. Tu as juste 2 trucs. Compétence et sympathie. C'est tout. Donc compétence, tu la bosses à fond avec moi. Sympathie, c'est la base, quoi. T'es intéressant, t'es pas intéressant, tu t'habilles un peu, t'es gentil, t'as des hobbies, on arrive à se connecter avec ta curiosité, important. Et c'est là, en fait, que, quelque part, les femmes, je vais pas dire sont à la traîne, mais c'est dur, vu qu'elles passent plus de temps, on le sait, hein, sur les enfants, sur la partie gestion de la maison. Bon, ben, nous, tu as encore le temps quand même de lire des magazines, de cultiver un peu plus. Il faut prendre ce temps. C'est ultra, ultra important. Donc, c'est pour ça que moi, tu vois, je leur fais des reviews chaque semaine. Voilà, dans la pub, dans le copywriting, vous avez raté ça. Ah ouais. Et pour eux, c'est précieux parce que je leur fais cette veille. Ils n'ont pas le temps de tout faire. Moi, je suis payé pour ça. Ça leur donne des sujets de conversation après. Exactement. Et puis de montrer à tes clients. Tu vois, quand tu es en ligne avec tes clients, t'as vu ce que... Ah non, j'ai pas vu. Mais si, t'as vu. Voilà, moi, je vais te les montrer. Comme ça, tu as vu. Et c'est ça le but du jeu. Quand on parlait du socle de compétences, je suis compétent. Il y a une série en ce moment qui est brillante, une série HBO qui s'appelle The Industry, sur les traders, sur les traders qui sont à Londres. Et à un moment, là, dans la saison 3, il y a tout qui se casse la gueule et tu as le grand patron qui descend sur le floor avec tous les traders et qui leur dit « Non, mais la perception, c'est la réalité ». C'est une phrase que je leur répète depuis 5 ans. J'ai trouvé ça fou, j'ai mis pause, j'ai filmé le truc. Voyez ce que je vous dis? C'est la réalité. La perception, c'est la réalité. Quelqu'un qui passe son temps sur LinkedIn ou Instagram à se plaindre, vas-y, zou, j'ai pas envie. Vas-y, montre-moi que tu es compétent, montre-moi que tu décryptes des sujets dans ton business, montre-moi tes clients, montre-moi les 5 étoiles, montre-moi les techniques, comment tu les utilises. Il y a évidemment ce socle de compétences. Et après, pourquoi tu es un peu sympa? Tu vois, dans ta ligne éditoriale, pourquoi tu es compétente? Pourquoi tu es... Non, mais sympa, 20%. 80% compétences, 20% sympa. Tu vois, sur une semaine de publication, si je publie tous les jours, je vais faire une vanne. Je vais faire une seule vanne. Et je vais changer mon ratio. Je crois que je raconte beaucoup plus de blagues que de compétences. Ouais, non, mais c'est bien si tu es humoriste. Tu vois, Je crois que c'est ce que j'ai toujours voulu être. C'est ça, mais
Forcément, on est derrière un micro. Moi, ça faisait partie des blagues pendant le Covid, tu vois. Je m'emmerdais tellement que j'écrivais pareil et je tentais mes trucs de stand-up sur Instagram. Bon, on n'y est pas. Il faut passer vraiment du temps, d'accord? Donc ma femme, elle m'a dit arrête, encore un projet. Chaque fois que je lui pitch un projet, elle me dit putain, mais focus un peu. C'est très très dur. Tu vois, c'est très très dur quand tu as 12 000 idées tout le temps. La créativité à fond. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est très très dur et je vois le temps qui défile. On va devoir clôturer ce podcast. J'ai un rituel de fin. Je vais te poser juste la dernière, qui est si tu n'avais pas peur d'échouer, qu'est-ce que tu lancerais demain? Alors. Oh, si je n'avais pas peur d'échouer, je m'arrête et j'écris mon roman ou mon scénario. Okay. Là, vraiment, si tu me dis c'est sûr que ça va marcher, j'en ai 2 dans les cartons. J'avais écrit une série en 2009 que j'ai pas eu le temps de développer plus parce que je suis passé directement à la partie coaching en séduction, plus toutes mes missions. En fait, tu vois, c'est que tout s'est enchaîné trop vite. Mon premier client, alors, Wilkinson, ils sont arrivés, salut, on voudrait 6 tweets. C'était en 2011. Mais oui, grave, bien sûr, évidemment. Et puis après, la Fnac et Veuve Clicquot et tout qui s'est enchaîné comme ça. Mais c'est merveilleux. Mais si je n'avais pas peur... En fait, là, aujourd'hui, ce n'est pas tellement une question de peur, c'est une question que je manque de temps par rapport à tout ce que j'ai envie de faire. Si vraiment j'avais envie de le faire, je prendrais 2 heures tous les soirs, 21h, 23h, et je l'écrirais. C'est possible. Mais seulement, en ce moment, j'écris un bouquin pour un chirurgien, et après, j'ai envie d'écrire un autre bouquin encore sur le business, tu vois. C'est une question de priorité. Si je n'avais pas peur, ouais, demain, finito, roman ou scénar, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je me sens encore illégitime. Tu vois, là-dessus, sur ce côté-là, c'est... mais non, il vient de l'écriture business, c'est pas un vrai romancier. Dans ma tête, je me dis ça. Alors qu'en vrai, on s'en fout. Ouais, je suis pas sûre que tu le dises tant que ça. C'est juste que tu as d'autres priorités là. Ouais, là, c'est... C'est pas dans tu l'as là. Je vois bien que c'est là dans la vision, mais il y a 2-3 petits milestones à faire avant. En fait, c'est encore une fois, on en revient aux probabilités. Là, moi, quand j'écris pour le business, quand je forme des entreprises, je sais qu'il y a de l'argent au bout. Un roman, c'est des centaines d'heures investies avec peut-être 40 ventes. Et tu vas beau avoir le meilleur plan en marketing, si c'est pas le bon timing ou si c'est pas le moment pour le marché ou si les gens n'en veulent pas ou si les gens n'ont pas aimé, c'est quand même beaucoup d'heures investies pour pas de thunes. Et aujourd'hui, je suis papa. Quand j'étais célibataire, alors là, je pouvais y aller dans tous les sens, bosser sur 1000 projets. Je m'en fous, je suis responsable que de moi-même, j'ai rien à perdre. Rien à perdre. Là, maintenant, oui, si, quand même. J'ai un adulte responsable. Exactement. Et c'est pour ça que je comprends, tu vois, les freins à la reconversion, parce que tu as toutes ces couches qui te retiennent de le regard du conjoint, le regard des enfants, le regard des collègues, le regard des parents, et puis le regard de soi-même, et le regard du banquier. Voilà. Il y a tous ces freins-là. Quand tu es jeune célibataire ou vieux et célibataire, vas-y, tu déroules sans enfant, c'est parti. C'est facile. Ça devrait être facile. Et puis surtout, vraiment, pour finir, il y a un coach que j'aime beaucoup en termes de mindset. Dans 3 générations, tes arrière-petits-enfants, ils ne connaîtront même pas ton prénom. Ils ne connaîtront même pas ton prénom. T'es mort, t'es enterré, t'as qu'une vie. Et ça passe vite. Est-ce que vraiment j'ai envie de passer ma vie à vivre la vie d'un autre ou de ne pas vivre la mienne ou de répondre aux exigences des autres? Ouais, non. Alors, j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup d'exigences de la part de mes parents. Mon frère et sœur, c'est cool, ils s'en foutent. Ma femme, c'est cool. Le plus dur pour moi, ça a vraiment été le regard de mes amis d'école de commerce. Parce qu'on a fait une école, on a un diplôme, on est tous très sérieux. Aujourd'hui, ils sont tous directeurs marketing, directeurs financiers. Ouais, tous head of quelque chose. Et moi, je jongle avec... voilà, pour eux, tu vois, c'est ça. Alors que non, c'est un vrai business. Et en vrai, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très admiratifs et qui jalousent ta liberté. Donc, continue à être le saltimbanque. Professionnel, saltimbanque professionnel. Merci Elvire. Merci Célim, à bientôt. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura plu, intrigué, inspiré et n'hésite pas à le partager ainsi que de laisser une évaluation, un commentaire. Ça aidera énormément le podcast à être plus diffusé. Merci et à très bientôt sur The Patron Podcast.